Salut les marqués, salut les smarts, salut peuple de catch-up. Bienvenue sur le podcast qui transpire le catch et qui chaque semaine analyse, décrypte, décortique pour vous les shows de la WWE et d'ailleurs. Vous êtes sur catch-up et vous y êtes bien. Je suis Chris et je suis accompagné de... Eh Raph! Eh non, je suis là, je croyais que tu allais me citer vroom, roulement de tambour. Eh oui, non, Non, je j'ai cru que suis t'allais me hurler un Raphaël, yeah. ah oui, c'est oh sorry. Allez, Raphaël, yeah! Voilà. Give me a Raphaël, yeah! Ouais, je suis là, Chris, on est chaud, on a fait la review de Clash of Champions que j'espère vous avez tous écouté et puis, bah, nous on adore le catch, figurez-vous, donc on continue sur le Monday Night Raw, ouais et bah, écoute, c'est un plaisir d'être à nouveau là avec toi, Chris. Eh ouais, pareil, le plaisir est partagé. Eh ben écoute, ouais, on se retrouve pour l'Euro, l'Euro qui suit le Clash of Champions, qui se passe donc à Knoxville, Tennessee. Mmh. Et donc voilà, vous connaissez la tradition, hein, dès un lendemain de pay-per-view, on a le droit au retour de nos stars de catch favorites, quoi. Et d'entrée, ça rigole pas, puisque le champion universel, Seth Rollins, Burn It Down, arrive sous une bonne grosse pop quand même, quoi, hein, ça commence bien, il arrive quand même sous un public qui semble bien acquis à sa cause. Donc voilà, donc vous connaissez quand les openers d'Euro commencent comme ça, voilà, c'est parti, le champion qui nous fait une promo, qui nous parle de son match de la veille, qu'il a combattu toutes ses forces, tel le héros, et que finalement il a réussi à placer un pedigree, merci Hunter, et et puis voilà, il nous récapépète un peu tout son combat. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on a le droit à l'arrivée directe du Fiend, enfin en l'occurrence de Bray Wyatt, quoi, qui pour le coup se retrouve là en caméo et qui alors la foule, je sais pas si tu vas m'en dire à peu près, mais la foule ça y est, hein, le yo oui wow est complètement adopté, quoi. Ah oui. Là la foule de Knoxville, elle était du yo oui wow oui au taquet, quoi. Et en fait, bah, ils nous teasent d'entrée, ils nous teasent le Bray Wyatt que bah, il va y avoir un match à Hell in the Cell et qu'il va retrouver ni plus ni moins que Seth Rollins. Alors, tu en as pensé quoi de cette entrée quand même en fanfare de ce Raw là? Ouais, bah, il fait plus que teaser puisque c'est même Rollins qui annonce, alors c'est du coup, on est très, très rapide puisque Hell in a Cell est dans 3 semaines, nous dit-on. J'ai pas trop regardé les dates, mais ça va faire très peu de ça C'est fait ça. très ouais, ça fait très peu de Raw et très peu de SmackDown. Donc beh, on enchaîne vitesse grand V. Rollins, alors c'est tu l'as dit, hein, je sais c'est Monday Night Rollins, je sais pas depuis sa carrière enfin, depuis qu'il est babyface, en tout cas, combien de Raw il a ouvert sur le Burn It Down. Ça fait un paquet. Et bah, oui, ça semble booker l'affiche, See You in Hell, et puis, c'est intéressant, ouais, ce que tu dis, c'est ils sont pas nombreux, hein, les catcheurs à avoir, créé des catchphrases qui sont repris. Donc il y a les Yes de Daniel Bryan, il y a les What de Steve Austin et puis là, Oh Ye Yo oh, je sais même pas le dire, Yo Oui, Oh Oui, 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 oui. Oh Oui, Oh Oui, ça ouais, ça marche bien et puis Ah, c'est la première fois qu'on voit enfin de mémoire, c'était la première fois qu'on voit un Firefly Funhouse, qui interagissait avec le mec au milieu du ring puisque le fameux personnage du lapin a mis en garde Seth Rollins, ouais, heu ouais, ça c'était bien, hein. Je m'étais plaint dans la review du Raw de la semaine dernière que j'avais pas trop aimé comment dire, la promo, on va dire entre guillemets, de Bray Wyatt, parce qu'en fait c'était juste un truc où il s'était pas cassé le cul, où on se servait de la présence de Stone Cold pour faire un truc sans saveur. mmh. Pour le coup, là, c'était une interaction directe avec le catcheur sur le ring et la tête du Bray Wyatt, pour rien vous cacher, les amis du peuple de catch-up, j'ai sa tête là juste devant moi là sur l'écran là. La tête du Bray là, c'est quand même quelque chose, quoi. Et avec Attention, il est derrière toi aussi. ah oui, putain, merde. Mais voilà, avec la musique qui va bien, avec vraiment s'il déconne pas avec ce personnage là, on est parti pour quelque chose d'assez incroyable. Donc moi d'entrée, ça m'a bien plu, ce segment d'ouverture. Ouais, on stagne pas, quoi. On est passé vite à la suite, hein. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Finalement, fin du pay-per-view, ça s'est terminé sur un Mandible Claw de The Fiend et tu rattaques l'Euro avec d'entrée Rollins Mmh. et The Fiend. Donc ouais, voilà, ouais, ils avaient décidé de lancer ça sur de bons rails. On va voir si ça va pas dérailler au fur et à mesure. Alors, on a Braun Strowman qui est en coulisses quand même, quoi. Donc on se dit il va peut-être se passer quelque chose avec lui. Du coup, on a les nouveaux champions par équipe qui font leur entrée dans un calme assez relatif. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une pop énorme. Bon, en même temps, c'est des heels. Donc Ziggler et Roode, ils sont rejoints par les champions de SmackDown The Revival. Alors tu me Eh diras, oui. t'as pas été étonné aussi de voir débarquer les champions de SmackDown, hein. Wildcard. Ouais, Wildcard Rules, bien sûr les amis.
Voilà quoi. Et bon, donc les autres, ça se tape sur le torse, ça se tape sur l'épaule, voilà. Ils sont en train de devenir comme personne ne l'avait jamais cru, ni le vestiaire, ni Michael Cole. Personne ne savait quoi qu'ils allaient atterrir à un tel niveau. Et puis bah finalement, pendant que ça tape la discute, il y a Braun Strowman qui arrive, qui interrompt tout ce fatras et qui commence à faire du Braun Strowman quoi. Hein. Donc de la destruction massive de catcheurs. Et, alors c'était bizarre parce qu'ils étaient beaucoup, mais bon, Ouais. lui ça lui fait pas peur. Ouais, c'est un petit peu ça c'est un petit peu son mantra, c'est un peu triste. Ça me rappelle, le fameux l'historique segment avec le petit Nicolas et Braun Strowman. Il est voué à détruire les scènes tag team. Moi, j'ai trouvé assez, sympa l'image des 4 là, les Revival et puis Ziggler et Roode. Ouais, ça bombe le torse comme tu l'as dit. Puis moi, je suis plutôt content de voir tous ces mecs-là, champions, c'est des méritants. Après, bah, Strowman, là, pour le coup, c'est un peu ce que tu disais là, Strowman, on s'attendait à voir qu'est-ce qui peut se passer. Bah, en fait, Strowman refait du Strowman, c'est-à-dire qu'il est pas devenu champion universel. Bah, c'est pas grave, en gros, il passe à autre chose et il se remet à taper un peu au hasard. Donc on en a parlé dans notre review de Clash of Champions. Voilà, il a vraiment ce gimmick de mec qui navigue un peu sans ambition, quoi. C'est-à-dire, il devient challenger un peu du jour au lendemain parce qu'il avait vu la belle ceinture de Rollins. Là, bon, bah, il passe à autre chose. Demain, il sera peut-être champion tag team comme ça, un peu au pif, comme il a été avec Rollins ou avec Nicolas. Bizarre traitement. Je sais pas trop ce que. On va voir. Hein, on va voir ce qu'il fera dans les semaines prochaines. Mais là, il est juste venu. En gros, il est venu rappeler qu'il était quand même très costaud, même s'il a perdu contre Rollins, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Après, moi, le seul truc qui me surprend quand même, si tu veux, c'est qu'on parle quand même du Raw du lendemain, quoi. Et, Ouais. le lendemain du pay-per-view, il a déjà oublié ce qui s'est passé avec Rollins et tu vois, il vient cracher voilà, la Tag Team Division. Bon, voilà, c'est comme tu l'as bien dit, Strowman fait du Strowman. Et du coup, c'était pas. C'est marrant quand il est en mode destruction comme ça, on peut pas dire que c'est pas impressionnant de toute façon quoi. C'est une telle force de la nature ce type quoi, une telle montagne que bon bah voilà, c'est le segment d'Euro avec Brown, c'est finalement du classique. Ouais, puis il a pas été si humiliant. Il les a pas détruits. Ils ont surtout fui, hein, de mémoire. Puis ils ont, ah oui, à la fin ils arrivent à se relever et ils fuient hein, donc Ouais. ça va, il a pas détruit trop tout le monde quoi. Alors on enchaîne avec du tag team et là on enchaîne avec du six man tag team match. Puisqu'on a les aussi qui font leur entrée et ça passe bien. Hein. Au Tennessee, c'est des îles, mais au Tennessee, bah, le Tennessee, hein, pour vous situer sur la carte aux États-Unis, c'est un peu le sud profond. Donc du coup, bah, les gars du sud sont plutôt bien appréciés, voilà quoi. Et voilà, Gallows avec les peintures de guerre, c'est parti. Et puis du coup, on nous annonce les aussi avec le champion US, donc avec Edge Styles, qui vont affronter Cedric Alexander et les Viking Raiders. Donc là, je me suis dit, ça y est, c'est entériné, les Viking Raiders sont face. Oui. Apparemment que oui, ça semblerait entériné, voilà. On a oublié de nous prévenir véritablement, mais voilà, les Viking Raiders sont face et du coup, on a un 3 contre 3 qui est plutôt pas mal, qui était même un petit chouille court à mon avis, quoi. Déjà, la semaine dernière, on s'était un peu plaint avec Kyrias qu'il y avait eu un ou deux matchs dans Raw qui étaient un peu courts au niveau catch. Et là, ça m'a donné un petit peu la même sensation ce match-là, mais au final, c'était plutôt bon, plutôt pas mal. Il y avait du bon worker dans le ring. Cedric Alexander et Styles ont pu un peu se rattraper du pauvre spot qu'on leur a donné à Clash of Champions. Et du coup, on a un match pas mal avec les aussi qui gagne quand même, clean, suite à un phénoménal forearm du AJ. Et puis derrière, ça se réattaque. Voilà, on a le droit en ce moment, c'est systématique avec les aussi de toute façon. Hein, c'est le clan un peu au chaud rouge. Et en ce moment, on a tout ce qui bouge, même après les matchs. Et donc voilà, on a le droit à un beatdown, avec Styles, avec Gallows et Anderson. Et ça se termine quand même avec un gros move, puisque quand même, Edgy Styles, au final, il met un Style Clash depuis la deuxième corde et Mmh. il célèbre sous une bonne pop. C'est assez énorme, mais voilà, c'était comme ça, c'était les gars du Sud, au peu cher. C'était les gars du Sud qui encourageaient l'équipe Hill. C'était comme ça. Voilà, t'en as pensé quoi, Rafa, de ce Six-Man Tag Team? C'était pas mal et moi j'aime beaucoup, c'est un peu fort encore mais j'aime bien, hein, les Viking Riders. Je trouve qu'ils sont
ils ont une certaine aisance sur le ring, ils ont même une certaine grâce. C'est difficile à imaginer de gros barbus avec plein de tatouages et de peintures rupestres, mais ils sont vraiment sympas et bah, des aussi, tu le dis, c'est compliqué, ça me fait un peu penser à l'Undisputed Era à NXT, c'est qu'ils sont très heel, mais ils ont quand même pas mal de classe. Moi, je pense qu'on est beaucoup à être très content quand même que Gallows et Anderson aient un programme, hein, parce qu'il faut pas se le cacher, ces mecs-là, pendant 2-3 ans, ils ont pas vu un Raw pendant des mois, donc ça fait plaisir en fait. C'est une alliance qu'on attendait depuis des années. Donc elle est heel, mais elle fait plaisir. Et tu as raison, c'est difficile devant certains publics. Et puis je trouve que le Edge Style là, en 2 jours à Alexander, il a placé 2 ou 3 Style Clash, dont des bien violents. Mais voilà quoi, c'est le move refait surface. Voilà, on est vraiment bien installé là. On a un champion US qui commence à avoir de la gueule, je trouve, hein. Ouais, je suis d'accord. Ouais, bon, Styles, de toute façon, je crois que quelle que soit la ceinture, il sait détenir les ceintures, il sait tenir les règnes. Et ce gars, voilà, quand il prendra sa retraite, ce sera un grand manque dans l'histoire Mm. du professionnel. Mm. Et voilà, ce gars, quel que soit le gars en face, voilà, il a le truc, quoi. Il a le truc qui fait à quel point il est fort. Et, écoute, du coup, on a un bon match et c'était. J'attends encore plus des aussi, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire que j'attends qu'ils reviennent dans la course aux ceintures. J'attends même que les aussi s'agrandissent. J'aimerais Ah bien tiens. et 1 ou 2 mecs supplémentaires qui débarquent dans ce clan-là. Là. Je trouverais sympa de former un gros clan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un vrai gros clan avec 5-6 catcheurs, tu vois quoi. Un vrai truc bien velu là. Moi, ça me plairait bien ça. Ouais, c'est vrai, ça pourrait être une possibilité. Après, c'est difficile à gérer, hein, quand ils sont beaucoup, mais bon, pourquoi pas, ouais. Mais alors Enfin, qui donc? Finn Balor? on aura l'occasion de plein de rôles d'en reparler. On verra bien. On va voir Mmh. ce que ça va donner. Finn Balor, pourquoi pas? Pourquoi pas Finn Ouais. Balor? Pourquoi pas même, j'aurais presque envie de te dire pourquoi pas Cesaro, mais j'ai l'impression de dire un gros mot. Donc, vu comment Cesaro il est traité à la WWE. Mais ce n'est qu'un avis personnel, peuple de catchers. On verra ça plus On tard, verra ça. Mmh. Allez, on enchaîne? Alors, Ouais. on enchaîne pas avec du catch, parce qu'on enchaîne avec R-Truth et Carmella qui font la tournée des popotes avec le titre 24/7. Et comme Mmh. ils sont au Tennessee, ils en profitent pour aller se balader dans les musées de Hall of Fame, dans un peu tous les trucs. Et en fait, pour ça, avec eux, ils ont un guide. Et ils n'ont pas choisi n'importe quel guide, puisqu'ils ont choisi rien de moins que le maire de Knoxville, Tennessee, donc puisqu'on est dans le Tennessee. Et alors, en l'occurrence, il est plutôt maire de Knox County, qui est la banlieue de Knoxville, pour le coup. Ah ouais, d'accord. Les villes américaines, elles sont divisées en comtés. Et c'est un peu comme nous avec nos intercommunalités. Voilà, c'est un peu le même truc, quoi, sauf à l'échelle américaine. Quoi. Donc voilà. Donc le maire de Knoxville, il se nomme Glenn Jacobs. C'est un type Mmh. relativement impressionnant physiquement, assez grand, crâne rasé. Voilà, un type qu'on impose, quoi. Hein, Ouais. ça t'a fait le même effet. Ouais, ben alors je trouve l'a pris pour un basketteur, hein, je crois même, hein. Ah oui, t'as raison. Je crois qu'il croyait que c'était le coach de basket de lui. Il l'a même pris pour un dentiste aussi à un moment. Bon, il a Donc, dit beaucoup de conneries, donc ça c'est ouais, il a dit beaucoup de conneries dans ce segment, quoi. Et puis, écoute, voilà, type bien sympa, un bon politicien. Il lui propose de visiter la ville. Il est tellement honoré d'avoir le champion 24/7 quoi, dans sa ville que voilà, allez, vas-y, c'est parti, on continue la tournée des popotes. Et puis du coup, bam, derrière, on nous annonce quoi? On nous annonce la finale du King of the Ring, les amis. c'est Alors, pas vrai. d'entrée, je vous l'annonce, je m'attendais pas du tout à voir ce match situé dans la carte à ce moment-là, dans la première heure d'Euro, quoi. Ah, Parce c'est une réalité, oui. qu'on est toujours dans la première heure d'Euro, là, quand même, hein, il faut bien le Mmh. signaler. Grosse surprise pour moi. La finale du King of the Ring commence sans tambour ni trompette et Baron Corbin versus Chad Gable et c'est parti dans le ring quoi. Alors la foule part bien parce que la foule elle est quand même sous des Corbin sucks et Ouais. ça va durer un long moment quoi. Au bout d'un moment d'ailleurs le Corbin va mettre le doigt sur la bouche pour essayer de les faire taire parce qu'il commençait à en avoir un peu marre. Et puis on a que du classique hein. On a du classique Corbin, on a Gable qui nous fait quelques prises plutôt sympas qui portent pas mal de en fait, il essaye de s'en sortir pour éviter tous les gros coups habituels du Corbin. Le match est relativement long. Je m'attendais à beaucoup plus court. Et Mmh. le fait que le match dure a fait que la foule, tu vas me dire ce que tu en as pensé après, Raphaël, mais la foule s'est petit à petit bien mise avec Gable.
Et il a commencé à avoir vraiment des vrais chants autour de lui, quoi. Ce qui n'était absolument pas le cas depuis le début du tournoi du King of the Ring. Du coup, la foule, elle est à fond, elle se remet à chanter, etc. Et ça relance un peu le match. Et voilà, après, on a eu total avec les tentatives de contre sur les End of Day, sur les German Suplex, quelques near fall. Comme souvent, Chad Gable tente de passer son ankle lock, quoi. Et au moment d'ailleurs où il la passe, là, bon, spécial dédicace à Kurt Angle, quoi. Voilà, le public s'est réveillé, grosse pop pour l'ankle lock. Mais bon, finalement, est-ce que c'était inéluctablement, notre ami Raphaël va y répondre, mais Corbin pose le pin et puis il bat Chad Gable 1, 2, 3. Le End of Days, voilà, c'est avéré létal. Et Baron Corbin est donc déclaré King of the Ring 2019. Il se dirige vers le trône et on passe à autre chose. Oui, bizarre, hein. Ouais. On nous a... Le timing m'a laissé un peu sans voix. Déjà, la position du match dans la carte et le timing de fin m'a laissé un peu sans voix. Et toi, est-ce que tu as retrouvé ta voix sur ce truc? Ah bah, je suis d'accord avec toi que je m'attendais pas à ce que ça soit si tôt dans le match. Ça aurait pu et dû pour peut-être un main event quand même. Mais bon, bah, les main events, c'est pour les main eventers, donc c'est pas tout à fait l'affiche là. Mais j'étais surtout très étonné de cette fin, ouais. Alors on nous a annoncé quand même, il y a une vignette qui nous a dit couronnement de Corbin à SmackDown. Donc en fait, on a reporté, mais c'est vrai que il a tellement trollé, bah c'est Corbin, de toute façon, c'est son seul intérêt, c'est d'être détesté parce que voilà. Et il a tellement dans tout le tournoi fait des choses avec la cape, le trône et tout, que je m'étais dit là, il va ne plus en pouvoir, il va se faire pipi dessus de joie. Et en fait, il gagne assez sobrement, donc c'est un peu étonnant. Le match, je suis, comme toi, je suis surpris que ça ait bien fonctionné. Ils l'ont fait durer longtemps et en fait, ça a pas été chiant, ça a bien marché. Ça, comme tu as dit, ça nous a impliqués émotionnellement dans la rencontre. J'ai vraiment cru que Gable allait y arriver là, quand il réussissait son ankle lock là, qui a duré longtemps. Ouais, c'est un peu le problème que je dirais, c'est que ça sentait trop depuis le début que ça allait être Corbin et à chaque fois on se dit: «Bah, peut-être pas», puis finalement si. Et même si le match a été bon et que pour Gable, ça a été un bon gros push et que ça a fait une bonne hit pour Corbin, bon, qui en avait déjà une, bah, ouais, je peux pas m'empêcher de me dire que quand tu vois ils ont remis le tableau, en fait, hein. Donc on a revu Samoa Joe, on a revu Cesaro, on a revu Andrade, on a revu Ricochet, on a revu tous ces noms et de se dire qu'on finit sur cette affiche-là, je sais pas, quoi. Ils nous disent que c'était un tournoi, voilà, c'est historique, il y a eu Steve Austin, il y a eu Triple H, mais là, je sais pas si ça restera un tournoi dans les annales, quand même. Je sais pas ce que tu en as pensé, toi qui as dû en vivre plus que ça, plein de tournois King of the Ring. Ouais, après, moi, si tu veux, je suis satisfait de la victoire de Corbin parce que pour moi, le King of the Ring, je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais c'est pour moi un titre de heel. Oui, bien sûr. Que ça soit Corbin qui le gagne, c'est tant mieux. Effectivement, au vu du bracket, au vu du tableau que tu décris là, que tu as décrit, clairement, il y avait des belles affiches à faire en finale et on est passé à côté de plusieurs matchs vraiment, vraiment sympas. Donc c'est quand même cette déception. Voilà, pour moi, c'est quand même malheureux que ce match ait été placé dans la première heure d'Euro. Moi, j'aurais placé ça en troisième heure, en avant-dernier match ou quelque chose comme ça. Surtout avec la suite dont on va parler. Et voilà, au final, j'ai presque envie de te dire que c'était presque un match random de mid-card, placé comme ça, un peu de manière aléatoire. Et ça, heureusement, finalement, les deux catcheurs ont fait pas mal. Et surtout, moi, je donne pas mal de crédit à Gable sur ce match parce que il a fait monter la foule au fur et à mesure du match. Et ça, c'est Oui, une bonne petite performance pour un catcheur de réussir comme ça à faire grimper la foule au rideau au cours d'un match. La longueur du match l'a aidé sur ce coup. Et ouais. bon, c'est tant mieux pour Gable, quoi. On s'attend maintenant à ce qu'il ça a servi à l'installer un peu en mid-card, à le faire sortir un peu de la low-card, donc j'espère qu'il va en profiter. Mais c'est vrai que je me souviens même plus, donc le dernier champion, le dernier vainqueur, hein, c'était Wade Barrett, je sais plus trop qui il avait affronté en finale. Je me souviens juste que la fois d'avant, c'était un gros match entre John Morrison et Sheamus et c'était quand même un peu plus prestigieux comme tu l'as dit, ouais, c'était mid-carder quoi, hein, donc Ouais, c'est de la mid-card. C'est souvent des catcheurs qui, à ce moment-là, étaient en position de mid-carder qui se lancés comme ça. Wade Barrett, je mmh. crois que la finale, c'était face à Neville. Ah Mais oui, peut-être, oui, oui, tu as raison. il me semble que c'était une finale anglo-anglaise. Mmh. Voilà, roast beef time. Donc, du coup, ouais,
écoute, bon, la décision, ouais, je pense que s'il y avait eu des pronos faits, je sais pas, mais je pense que il y avait une grande majorité de suiveurs qui auraient mis Baron Corbin vainqueur de ce match-là, de toute façon. Oui, bien sûr. Voilà. Et ben, sans transition, on se retrouve backstage avec nos consultants de couloir favoris, c'est-à-dire les Street Profits, et qui sont là. Mhm. Il y a une petite fête organisée pour la révélation du sexe du bébé de Maria Kanellis. Oh là là, j'attendais ça avec impatience. Ah ouais, je crois qu'on était tous à fond derrière cette nouvelle-là. Elle est de retour parce que, enfin, ils sont de retour les Canellis parce que ça faisait un petit moment qu'on les avait pas vus. Et puis bah, il y avait tout un peu toute la low card qui était là, Titus, Kayla Braxton, voilà un peu de tout. Ils nous accueillent. Finalement, Maria elle vient, elle va nous révéler le sexe. Attention, vous êtes tous prêts. C'est un garçon. C'est la grosse meuf. Tout le monde est formidable. Et là, Maria, elle dit quoi? Elle dit que Ricochet est le papa du petit à venir. Donc, une forme de. Comment dire je pense que Ricochet était très désappointé, extatique, je pourrais même dire. Et il dit qu'il a jamais touché cette femme. Et il se défend. Mais bon, bah, Mike, il lui met une baffe. Voilà, on est au catch, etc. Donc, il lui dit allez, viens, on va régler ça dans le ring. Donc voilà. Et Titus O'Neil, d'ailleurs, après, derrière, engueule Ricochet, quoi. J'ai trouvé ça assez. Et puis, les Street Profits nous font des blagues à la con. Et on se retrouve sur un match lancé derrière avec un match Ricochet versus Mike Kanellis. Alors heureusement, je vais au bout du segment et puis tu vas me donner ton avis sur l'intégralité du truc. Mon bon Raphaël, heureusement, Oui, bien. le match contre Mike Kanellis, je vais pouvoir les réduire en 2 phrases, quoi. Mike, il a fait un tout petit peu de défense, ça va un petit peu de coup de poing, coup de pied, mais bon, direct, l'autre, le Ricky, il revient avec un super kick, il l'écrase dans le coin, il le kick depuis le tablier, il lui met une close line, un code breaker, que Corey Graves appelle le recoil. Et Ricochet, il gagne le match, et Ricochet, il s'en va en se disant, mais qu'est-ce que je fous dans cette histoire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de con, mais quel est le booker qui a booké ce truc de merde? Et je te comprends bien fort, mon Ricky. Mais c'est pas fini, parce que pendant ce temps, la Maria est sur le stage, quoi. On se croirait une mama portugaise en train de taper une crise de nerfs. Et voilà, elle dit qu'évidemment que Ricochet c'était pas le père, mais que voilà qu'il faut qu'elle l'humilie pour qu'il soit assez homme pour défendre son enfant. Enfin bon, je vous passe ces détails parce que c'est vraiment franchement catastrophique. Et là, elle se fait couper par Rusev Machka, Rusev Futria. Alors là, Eh Rusev, oui! Rusev fait son retour avec un nouveau look, un bronzage top catégorie Californie. Une moustache à la Freddie Mercury, non, un peu plus longue qu'à la Freddie Mercury, quand même, un peu à la Brigade du Tigre. Et donc, on a le Rousseff qui débarque et voilà, et ben, il s'en prend au Mike Kanellis. Et voilà, du coup, il y a un match d'organisé qui va aller aussi vite que le match face à Ricky. Donc, Kanellis se fait déboîter puissance 1000 par le Rousseff. Il se prend une accolade des familles comme il faut. À noter que Rousseff est seul, pas de Lana. Alors, Mhm. Mike Kanellis et Maria Kanellis, c'est un peu les cassos, comme les appelle Ringside. Quoi. Donc, ça aurait été bien qu'il vienne avec sa femme, histoire de régler définitivement le compte des 2 cassos. Mais bon, elle est enceinte, alors on peut pas faire d'interaction, c'est embêtant. Et ce segment se finit là-dessus. Alors, mon Raphaël, toi qui attends, je le sais, depuis des semaines, des mois, le retour de notre ami bulgare, T'es moi. c'est de ça. Bah écoute, pour moi, ça sauve le segment, ça sauve la soirée. C'est-à-dire que, alors jusqu'à présent, c'était, bon, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est vraiment du comédie et du low car donc, à la limite c'est drôle. Enfin, je veux dire, le Ricochet, j'ai trouvé facialement parlant, vraiment bien joué le coup. C'est-à-dire qu'elle dit: «Ouais, c'est Ricochet le père». Il a fait une espèce de tête, mais, qu'est-ce que je fous dans cette histoire? Et après, bon, bah, non, je trouve qu'il a vraiment eu des bonnes mimiques. C'est-à-dire que, sur le ring, et quand le match a commencé, il a dit à Mike, on l'a entendu, hein, il a dit un truc genre: «Mais non, mais j'ai rien à voir avec tout ça». Puis quand Mike a commencé à le taper, il a vraiment changé son regard. Il s'est dit: «Bon, OK, bon, bah, on est dans un match, allez, on accepte l'idée, il y a un match à gagner, tout ça, je passe à la télé, c'est important, et cetera. Je gagne mon match». Il a déroulé son moussette, il a gagné, il est parti. Donc, bah, pourquoi pas? Je pense qu'on aura plus à avoir Ricochet là-dedans. Mais par contre, là, voilà, donc elle nous dit que le vrai père, c'est finalement Rousseff. Alors, je sais pas trop, qu'est-ce qu'ils vont sortir de là. Rousseff est très affûté, là, il a perdu plusieurs kilos, je pense. Il est bien taillé.
Écoute, moi, je vais voir le verre à moitié plein. La veille, on a eu, et tu as été très content, tu l'as dit à Clash of Champions, le retour de Luke Harper, dont on n'espérait plus le revoir. Yeah, 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 yeah. Voilà, et ben là, c'est un peu pareil. Rousseff, il a été, voilà, il était plus ou moins en tag team avec Nakamura, qui l'a complètement abandonné. Ça fait des mois qu'on l'a pas vu. Il nous revient affûté comme jamais avec un nouveau look. Je ne sais pas ce que ça va donner. Est-ce qu'il va rester dans la low card avec Mike Kanellis? Ça serait dommage, mais sur le moment, j'ai bien kiffé. J'ai vraiment eu l'impression qu'on était dans une saison là de retour. Là, il y a Sasha Banks aussi qui était revenu quelques semaines avant. Voilà, il y a et puis c'est pas fini puisqu'on va en parler, mais il y en a d'autres gars qui reviennent pointer le bout de leur nez. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une effervescence sympa. Là, j'ai vraiment pris le côté positif de la chose avec un Rousseff qui arrive et qui est très dominant. Alors bon, c'est pas Mike Kanellis, quoi. C'est pas non plus très difficile de le battre, mais ouais, j'étais comme moi, comme toi, devant Luke Harper, quoi. Je dis: «Ah, Rousseff, mais trop bien, trop cool, le revoilà enfin, il va avoir un programme». Je vois le positif. Ouais, ouais, moi je suis plus partagé parce que je suis très content de revoir Rousseff, quoi. Ça, c'est un point totalement positif. Mais ça m'a fait chier que dans un segment avec les deux Cassos, on nous mette Ricochet et Rousseff dans ce segment-là. Bon, je pense que c'était un one shot Oui. et que sur les Canelis, de toute façon, ils les mettront dans bien d'autres segments tout pourris et que de toute façon, ça sera pas les premiers ni les derniers catcheurs à se retrouver, à, se Oui, retrouver, bah, à l'affût des deux cas sociaux du show rouge. on avait eu Rollins et Becky Lynch, voilà, c'était des one shot, ouais. Oui, oui, voilà, ouais. Donc je pense que ça s'arrêtera là. Donc en tout cas, le truc à noter, et s'il y a un truc à retenir de ce segment, les amis, c'est que Rousseff is back. Ouais! Yes. Allez, Rousseff Day! on revient sur la tournée des popotes du 24/7, tiens. Ah oui. Parce qu'on a Air qui est toujours avec le maire Glenn Jacobs. Et alors là, ce coup-ci, il l'a emmené au stade des Tennessee Volunteers. Alors bon, Mmh. on signe toujours sur les stades de football américain des équipes universitaires, quoi, parce qu'ils ont des stades qui sont des stades d'équipes professionnelles, quoi. Ils ont des stades complètement hallucinants, quoi. C'est voilà, le stade des Tennessee Volunteers, c'est le stade de France, quoi. Ouais. C'est hallucinant, quoi. Donc ils se retrouvent sur la pelouse, c'est à la cool, voilà. Le maire, il présente son stade, il explique un peu le petit historique de son équipe et tout ça. Et puis il y a un officier de police qui arrive, qui est présenté. Alors, comme Trousse, il est comme d'habitude, il est largué, il appelle monsieur le maire, il l'appelle monsieur le président. Enfin, voilà. Et puis finalement, le maire, il lui annonce que bah non, c'est pas un policier, c'est un arbitre. Effectivement, le keuf retire sa chemise et effectivement, on voit bien un arbitre. Donc du coup, bah, Trousse comprend pas trop. Il commence à reculer, 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 et derrière lui, il y a les poteaux de foot américain. Alors, il n'a pas de chance au rugby, il y a deux poteaux, mais au foot américain, il y en a qu'un seul. Et il se prend le poteau et le poteau. Et du coup, comment ça se passe? Bah, ça se passe qu'il y a le monsieur Glenn Jacobs, maire de Knoxville, Tennessee, met un petit paquet et devient le champion 24/7 Incroyable. sous une grosse pop du public. Et il part en nous disant ni plus ni moins que I still got it. Et ouais. Je vous laisse réfléchir sur ces somptueuses paroles. T'en as pensé quoi, Raph, de ça? C'est du 24/7, mais c'est de la blague, mais Art-Trouff, enfin, il est incroyable, quoi, je sais même pas s'il écrit ses phrases ou s'il invente tout sur place, parce que le nombre de trucs, alors, en plus en anglais, moi je comprends pas tout, j'avoue, mais il en sort des conneries, là. Je sais plus ce qu'il dit quand le policier enlève son maillot d'arbitre, il dit: «Ah, vous faites je sais plus, du travail à mi-temps», enfin, il sort un truc, et puis ouais, c'est cartoon, quoi, c'est les Looney Tunes qui s'en va et qui prend le poteau dans la tronche. Enfin, c'est la première fois qu'on voit un tombé réussi après un poteau. Ouais, c'était drôle, et puis, bah, voilà, on a eu une femme enceinte, on a eu des légendes, on a eu Kelly, maintenant on a un maire. Alors donc essayez d'imaginer vous-même dans votre commune française, votre monsieur le maire qui deviendrait champion de catch, je pense que, ou madame le maire. Alors, bah, est-ce que Patrick Balkany pourra y arriver? Ça va être compliqué maintenant, mais voilà, hein. Énorme, énorme. Quel Ah, maire pourrait devenir champion 24/7 en France? Ce serait une belle question, ça. alors, donc du coup, vous vous doutez bien, peuple catch-up, que c'est pas fini 7 parce que là, on est au show et donc on part sur autre chose, mais on va revenir. On a une petite transition avec le Firefly Funhouse assez rapide où on voit Wyatt qui commence qui il s'est fait un mur de l'amitié dans sa Funhouse et où dessus il a mis toutes les victimes qu'il a à son actif depuis qu'il est revenu dans le main roster. Et donc, Mmh. on voit Kurt Angle, on voit Mick Foley, on voit Finn Balor, voilà. Et ça repart sur le ring. Et sur le ring, on a sous une pop sympa,
on a notre ami Rey Mysterio qui commence à devenir un habitué du show rouge, puisqu'il est là tous les lundis en ce moment, sur des Mhm. solo. La semaine dernière, il avait affronté Grand Métallique dans un match que Karias et moi avions louangé. Et là, on se retrouve. Alors là, tu vas me dire tout de suite après ce que tu en as pensé, mon petit Rafa, mais on se retrouve avec une belle affiche parce qu'on se retrouve rien de moins qu'avec un Rey Mysterio versus Cesaro. Comme ça, pour le fun, sans enjeu, comme ça, pour le plaisir. Et oui. Ben, c'est un peu le problème. C'est une belle affiche, mais c'est un peu le problème de ces affiches, c'est que bon, Rey Mysterio était un vieux catcheur qui est là pour faire un peu un bal de fin, mais bah, c'est bien le problème de Cesaro, c'est que c'est toujours pour le plaisir, quoi. Mais ne boudons pas notre plaisir et on a un beau match qui arrive, quoi. Ouais, au final, on va avoir un beau match où ils vont envoyer tous comme ils savent le faire l'un et l'autre, chacun dans leur style, quoi. Et pas mal de trucs assez délirants. Enfin, vraiment, l'opposition de style est tellement intense avec ces deux-là que. Alors évidemment, Cesaro, il se retrouve, c'est un jobber to the star parce que Rey Mysterio, en ce moment, il est dans une petite winning streak là. Ça fait Mmh. plusieurs rows où il combat et plusieurs rows où il gagne et il gagne clean à chaque fois. Donc là, ça va pas échapper à la règle de ces derniers lundis. Et il va porter un Sunset Flip Powerbomb pour la victoire. Ça aussi, ça m'a surpris. On n'a pas eu droit au 619 et Frog Splash qui suit derrière, le Slingshot Frog Splash. Oula, pas facile à dire ça. Et par contre, le Sunset Flip Powerbomb, totalement réussi. Et puis, victoire de Rey Mysterio avec un Cesario qui s'en va pas content. Mais ouais, finalement, pas très, très, très long. Mais ouais, de la qualité avec deux mecs qui pourraient être ailleurs sur la carte. Ouais, c'est mon seul, souci et ça, voilà, ça commence à faire plusieurs mois, hein, puisque Cesaro là depuis que Sheamus est parti, donc ça fait quand même depuis WrestleMania, hein, il est coincé là-dedans. C'est-à-dire qu'il fait des très gros matchs, des très beaux matchs de mid-card au milieu de Raw, il vole le show, mais il perd déjà tout le temps parce que je j'ai quasiment pas de souvenir de moments où il gagne. Et alors il y a une très belle alchimie d'ailleurs, c'est pas leur premier match, hein, Rey Mysterio, Cesaro, on en a déjà eu plusieurs et je pense que les 2 s'apprécient beaucoup. Cesaro quand Rey Mysterio était plus à la WWE, il avait repris le Sweek Swan9, donc je pense qu'ils s'aiment bien et qu'ils sont contents de catcher l'un contre l'autre. Mais comme tu l'as dit, ça serait, une feud pour un titre US ou un titre intercontinental, ça me plairait bien quoi. On est dans une phase là où il y a du renouveau, il y a du Harper, du Rousseff, on l'a dit là, j'aimerais bien que le Cesaro bah, il se relance quelque part. J'aimerais moi je suis convaincu que ce mec-là aurait plus de classe en face. Pour le coup, c'est rare qu'on dise ça, mais j'aimerais bien le voir à face turn et affronter AJ Styles, par exemple. J'ai déjà dit, mais je le redis. Mais sinon, bon, là, sur ce Raw, le match était bon, effectivement, il y a pas grand-chose à dire, mais Cesaro, voilà, combien de s'il y avait un win, loss streak là à Raw, cette année, il serait catastrophique dans les statistiques, je pense, hein. Ah oui, oui, c'est clair que son ratio de victoire doit être assez pauvre, hein, ça c'est sûr, hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, tu as raison. Là, ça fait des semaines et des semaines qu'il n'a pas gagné un match, quoi. Et il fait Ouais. pourtant des super combats. Ah si, il a fallu qu'il aille à TakeOver. Voilà, il a été Oui. à TakeOver UK et il a délivré la marchandise dans un match de pay-per-view. Mmh. Voilà, c'est Cesaro, c'est un jobber to the stars, quoi, comme un peu à l'image de ce que peut être Dolph Ziggler aussi par certaines phases. Mais Dolph Ziggler, lui, il continue à réussir à accrocher à sa veste des ceintures, ce que Cesaro n'arrive pas, quoi. Cesaro, il est vraiment, ouais, là, le plafond de verre est vraiment, il fait partie des catcheurs pour qui ça passe pas. Ouais, Ouais. c'est triste, quoi. Mais on en parle tellement souvent de Cesaro, le pauvre, Oui. s'il nous entend, on veut pas t'accabler, hein, mais voilà, c'est, On croit ça nous désespère plus qu'autre chose, en fait. Ouais, mais on croit en lui et les on va dire que la jurisprudence des gars comme, Kofi Kingston ou Christian il y a longtemps nous prouve qu'il peut faire un run sur le tard, mais ça serait une bonne chose, ça serait une bonne idée, ça pourrait faire un beau, porteur de Money in the Bank par exemple ou quelque chose comme ça là. Il faudrait essayer, il faudrait essayer. Il paraît que Vince ne le trouvait pas charismatique à une époque, mais bah, si Kofi Kingston a réussi, tout le monde, j'ai envie de dire, tout le monde veut y arriver, ça serait méchant pour Kofi, mais ouais, il faut un truc, quoi. Il faut que Cesaro gagne, en fait. Il faut que Cesaro gagne. À chaque fois qu'ils commentent, ils sont tous là, Corey Grave, etc., à dire ah quel bel athlète, un des meilleurs, mais il perd aussi souvent que Mike Kanellis, quoi. C'est problématique. Ouais, c'est problématique, c'est clair. Bon, allez, on continue dans notre déroulé du Raw. Ouais. Juste encore une fois.
Parce que le voir autant de fois dans un Raw, quand même, faut le signaler. Donc du coup, on a à nouveau un petit caméo avec le Firefly House. On a sur le mur de l'amitié, notre ami Bray Wyatt, il a un nouveau tableau à mettre. Et le tableau, vous vous en doutez bien, c'est Seth Rollins, quoi, qui est à l'affiche du mur de l'amitié de la Firefly Funhouse. Ça va saigner cette affaire, ça va saigner, quoi. Ouais. Mais ça s'arrête pas là sur les segments avant de reprendre la direction du ring, puisque là, alors là, grosse surprise, puisqu'on a les AOP en costard, s'il vous plaît, quoi. En Ouais. costard, les AOP. D'ailleurs, à mon avis, ils ont été mis sur un banc un peu trop petit, quoi, parce qu'ils avaient l'air d'être hyper engoncés là dans leur costard et tout ça. Mal assis. Et ils nous ont lancé une promo en albanais ou kosovar, je suis pas sûr et certain de la langue. Oui, moi non plus. Mais dites-nous si vous savez. Ouais, dites-nous, ouais, si on a un traducteur. Bon, alors c'était traduit en anglais, hein, je vous rassure, heureusement. Mais bon, pour ce qu'ils nous ont raconté, ils nous ont raconté qu'on les avait plus vus depuis WrestleMania. Donc WrestleMania, c'est loin quand même, c'est début avril. Ouais. Ils nous parlent que personne à la WWE voulait les affronter, en fait, et que personne n'est certainement assez fort pour les affronter. Mais qu'eux, ils n'ont pas le cœur à cela, et qu'ils pensent qu'ils sont le futur de la division par équipe, et que ils annoncent qu'ils vont revenir. Donc bonne nouvelle pour la Tag Team Division d'Euro quand même, non? Ah ouais, bonne nouvelle, puis bonne nouvelle pour eux surtout parce que ces 2 gars-là, c'est pareil, on vit une drôle d'époque, notamment à cause ou grâce à NXT qui nous fait découvrir des stars qu'on s'attend à voir en plus haut niveau et qui après des fois sont parce que ces mecs-là, bon, à tous les niveaux, je veux dire, ils sont powerhouse comme pas possible, donc pour Vince, c'est bon, quoi. Ils ont fait de très bons matchs à NXT et alors est-ce que c'est une question de barrière de la langue ou ils sont pas très doués? Bon, ils ont été blessés, hein, il y en avait un des 2 qui a été blessé aussi, mais voilà, c'est une bonne nouvelle. Après, moi, je t'avouerai que sur le contenu, je trouve ça risqué. En fait, ils ont eu, un angle d'attaque qui m'a beaucoup fait penser à ce que nous dit Aleister Black. C'est-à-dire, en gros, on est trop fort. Ils nous ont dit, en gros, même dans le MMA, on blessait trop nos adversaires. Tout le monde a peur parce qu'on blesse trop nos adversaires. Je trouve ça je sais pas ce que tu en penses, je trouve ça un peu, à la fois malsain parce que ça légitime une certaine, je sais pas, c'est un peu la blessure, utilisée comme un argument d'attaque et puis bon, ils annoncent en tout cas que, si on leur donne pas, les défis, ils viendront les chercher donc on va les voir bientôt mais je trouve bizarre ce côté un peu attentiste comme à Aleister Black de dire: «Bah, personne n'a le courage de venir, bah, j'attends», en gros et je sais pas, c'est ça je trouve que ça crée un univers un peu bizarre parce qu'à la WWE, on est censé avoir des matchs qui sont bookés, on est censé avoir des gens qui conçoivent les soirées, des plannings et là, ça fait un peu, en gros, on dirait que ces mecs-là, ils sont dans les vestiaires et ils cherchent quelqu'un à affronter puis ils trouvent pas parce que personne n'est d'accord. Mais normalement, dans le cas, tu dois pas accepter enfin, c'est ton patron, quoi, qui doit te dire: «Ce soir, tu affrontes machin et tout». Je sais pas, c'est voilà, je parle longuement de ça, mais ça m'a un peu troublé. Je sais pas si toi tu ressens la même gêne, c'est un peu bizarre comme écriture, je trouve. Après, moi, c'est juste la perspective que. Alors, déjà, à noter que. Donc, est-ce qu'ils vont réapparaître sans manager? Ce serait bien la première fois parce qu'ils ont toujours été managés. À NXT, ils étaient managés par Paul Ellering. Ouais. Au tout début, ils sont arrivés dans le main roster. Après, c'était Drake Maverick. Eh ben, AOPP, pensons à Ringside qui adorait AOPP. Oui, voilà. Donc, écoute, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Je suis fan de la d'un match, par exemple, entre les Viking Raiders et les AOP. Ça m'intéresse beaucoup, hein, une affiche comme ça. Ça Ouais. m'intéresse aussi de les voir face au aussi. Mmh. Donc, écoute, moi, ça m'intéresse. Voilà. Après, la promo, franchement, c'était tout pourri. Les pauvres, c'était pas pour moi pas leur faire un cadeau, quoi, de faire un truc comme ça en albanais avec les sous-titres, tout ça, quoi, dans des costards. Enfin, je sais pas. Et justement, tu soulignes le fait qu'ils parlent du MMA, qu'ils blessent les gens, etc. Puis là, ils apparaissent en costard, bien propre sur eux, en mode affranchi. Bon, ouais, 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 ouais. Ouais, puis ça faisait très, ils parlent, Europe de l'Est, donc c'est des méchants, quoi. Et voilà, ouais, c'était très old school un peu quelque part, hein. C'est voilà, ils parlent non, ils comprenaient pas les Américains, alors de toute façon. Ouais. De toute façon, je pense que ça va être clairement, ils vont être placés en heel Oh bah, d'entrée. oui. Une, pro- Bah, i une promo comme ça a été fait pour t'annoncer que ça va être des heels. ah bah, oui, ils nous disent: «Le futur va s'écrire dans la pain, dans la douleur», c'est pas très gentil quand même. Non, c'est pas très sympa. On est Non. d'accord. Allez, on quitte les OPI et Oui. là, on se retrouve avec les femmes, la division féminine. Mmh. Et
un Women Tag Team Champions match. Alors attends, tu vas tout de suite me préciser parce que moi j'ai eu un doute. Est-ce que ce match à la base, il n'avait pas été annoncé plus tôt dans l'émission comme un match pour le titre par équipe féminine? J'ai pas eu l'impression, non, mais peut-être. T'as pas eu l'impression, donc quand le match a commencé, pour toi, c'était pas un match qui comptait pour le titre? Non, pour moi, c'était un match d'exhibition, quoi, classique. Non, j'ai pas pris ils ont beaucoup dit que c'était les premières championnes Bayley et Sacha contre les championnes actuelles, mais j'ai pas eu cette info. D'accord, bah écoute, non, mais c'est parce que juste que moi, en fait, pendant mon visionnage, j'ai eu un espèce de doute affreux pendant tout le combat. Et du coup, quand c'est arrivé à son issue, l'histoire de Banks et Bayley, j'ai eu un moment de. Tu vois, j'ai cru que j'allais entendre "And we got new champions!" Et puis en fait, non, bah non, non, pas du Bah, tout. non. Du coup, j'ai dit, ah non, merde, j'ai dû rater un truc au début, quoi. Et donc voilà, donc écoute, donc un tag team match. Et moi, je vais lâcher le morceau d'entrée. J'ai trouvé ça plutôt pas mauvais. J'ai trouvé que Bayley se rattrapait largement de sa prestation de la veille. Et qu'on a eu une Nikki Cross qui a été bien, bien, bien présente parce que Alexa Bliss, alors je ne sais pas work ou pas work, mais Alexa Bliss s'est blessée au cours du combat au genou et elle a été ramenée en coulisses. Et du coup, Nikki s'est retrouvée toute seule quoi, dans un handicap match en réalité. Hein. Mmh. Et alors là, la Nikki Cross, elle nous a fait étalage de quand même bah, du sacré taf dans le ring face à deux nénettes qui ne sont pas des peintres. Et j'ai beaucoup, beaucoup aimé le comportement de Cross après la blessure d'Alexa Bliss. Et à un moment, elle nous a fait même des trucs avec, voilà, où elle est en plein assaut. Quand elle met Banks dans la bâche, qu'elle démolit Banks dans la bâche, derrière, elle charge Bayley dans le coin. Elle lui met un running bulldog, elle met un drop kick derrière. Et elle contre un Bayley to Bayley pour poser un roll-up, quoi. Donc, ça veut dire qu'elle est lucide, la fille, là, tu vois. Elle se dit, voilà, j'enchaîne, je mets des coups, je mets machin, mais j'oublie pas qu'il faut que j'essaye de gagner le match, même en 1 contre 2, quoi. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très bon. Et pour moi, c'est de l'intelligence de ring, ça. Ça peut paraître un peu pompeux comme terme, mais pour moi, c'est de l'intelligence de ring. Et puis, bah, finalement, bon, ça se passe mal quand même pour Nikki. Ça part un peu en cahuète. Les deux, à 2 contre 1, quand même, au bout d'un moment, elles prennent le dessus. Finalement, elles réussissent à se passer, à faire une bonne double team. D'ailleurs, Bayley, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve que Bayley et Sacha, dans cet exercice, elles sont très bonnes en double team. À chaque fois, elles sortent des moves vraiment sympas. Et puis voilà, je crois, backstabber, backstatement, Nikki tap out, Ouais. et voilà, et victoire de Sacha et de Bayley. Voilà. Et après, derrière, bah, ça part en cahuète, encore une fois. Et elle commence à être les nouvelles chairwomen. Ouais. Nos amis Banks et Bayley. Et puis, ça part en cahuète sur la pauvre. Et effectivement, qui arrive? The Man. The Man est de retour et revient pour se charger de Banks à nouveau. Alors, je ne sais pas si je l'avais dit précédemment ou elles sont défiées par vidéo interposée pendant ce Raw, quoi. Donc voilà, donc ça se termine complètement en cahuète, mais bon, c'est les faces qui gagnent et Becky à la fin qui dans le ring célèbre avec Charlotte qui est venue aussi rejoindre le beatdown de la fin. Oui, faire coucou. Et à la fin, on a vraiment le star power à son maximum dans le show rouge côté féminin. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah oui, là, on a eu Becky Lynch, Charlotte, Sasha Banks et Bayley un peu en déroute, mais et puis avant, non, t'as raison, là, on a eu étalage en gros, on a eu la division féminine, quoi. Interbrand, on a eu tout le monde. Nikki Cross a fait un très gros match, comme tu l'as dit. Moi, je suis très, très content, c'est ce que j'avais dit dans l'analyse de Clash of Champions. Pour moi, cette tag team, elle sert à vraiment installer Nikki Cross, dans le main roster et ça marche à fond. Elle est agréable à voir. Effectivement, le segment où elle coince, Banks dans le tablier là, c'était vraiment bien. Et puis après, oui, alors il y a toujours les méchants sortent des chaises, là, c'est très à la mode. Du coup, on sentait venir l'arrivée de Becky, mais et elles ont eu je sais pas ce que tu en as pensé là avec Banks, elles ont eu un échange chaise contre chaise là, comme des escrimeuses où elles se sont évitées, c'était vraiment bien. Moi, c'était vraiment chouette cette tension là qu'il y avait à ce moment-là. Ouais, ouais, ouais. Globalement, c'était un bon combat et un bien jouissif. Et c'est à l'image de la semaine. Bien féliciter aussi le match tag team de Raw. Le match Sacha Becky de Clash of Champions a été de fort qualité, fort Mmh. bonne qualité. Et donc, du coup, on se retrouve à nouveau. Et là, on se retrouve à nouveau avec un segment, quand même, quand tu vois le Star Power, là,
Ouais. Là, t'as de la ceinture sur le ring, là, hein, quand t'as Bailey, Sacha, Charlotte, Becky, Alexa Bliss, qu'il faut pas l'oublier, a un palmarès, ma foi, fort sympathique et fort respectable. Oui, plus long que son propre bras. Ouais, plus long que son propre bras. Et Nikki Cross qui est championne tag team, alors que elle est dans une arrivée relativement récente sur le roster. Donc, Mm. ouais, pour moi, un segment réussi dans ce Raw. Allez, on continue et on retrouve les spots du 24/7, parce que c'est toujours pas fini le 24/7 dans ce Raw. Et alors, juste avant, oui, on va parler quand même, parce que je parlais de Becky et de Sacha qui se défiaient. Eh oui. Donc, du coup, elles se défient. Et là, voilà, là, c'est entériné. Elles vont régler ça dans la cage, dans la cellule de l'enfer. Et elles se donnent rendez-vous. Donc, on va avoir un Becky versus Sacha Hell in a Cell match. Donc, ça promet. J'ai souvenir d'un Sacha Banks versus Charlotte dans un Hell in a Cell match qui avait été un des matchs énormes de l'année chez les filles. Donc, Énorme. Ouais. là, avec Becky et Sacha, je pense que là, on peut s'attendre à quelque chose d'énorme. Et se permettrait même de dire que Becky va être sa bitch. Donc, Ça devient un mot de plus en plus largué, ça, je trouve. maintenant, on est dans du lourd. Et du coup, on trouve notre ami R-Truth. Et alors là, pour le coup, il revient vers la salle. Mais il revient vers la salle, puisqu'il est tout simplement sur le toit de la limousine. D'une limousine qui arrive dans le parking du stade. Et dans cette limousine, je vous le donne, Émile, c'est donc Glenn Jacobs, le maire de Knoxville, qui sort de la limousine. Et qu'est-ce qui se passe? Je sais même plus comment ça se passe en fait. Ah oui, il veut lui porter un choc slam. Ah Et bah, il lui fait le petit paquet, hein, il le fait. petit paquet, bah oui. Enfin, on est dans le 24/7, comment j'ai pu oublier ça? Ouais. Et c'est tellement Bill Lavini, l'attitude, ce titre, que du coup, j'en oublie les trucs. Voilà, le roll-up traditionnel pour devenir champion 24/7. Voilà. Et après, il l'embourbe bien, le trousse, quoi, parce qu'il lui dit, ouais, mais monsieur le président, le 24/7, c'est un job à plein temps, c'est sans arrêt, c'est nuit et jour et tout ça, que c'est vraiment pas cool. Bon, c'est bon, on est revenu à Raw et tout. Donc voilà, donc il part pote en fait. Le maire et R-Truth finalement part pote. Donc peut-être que R-Truth pourra se reconvertir et bosser à la ville de Knoxville, un de ces quatre à l'occasion, quoi, en tant qu'agent municipal, qui sait. Il sait peut-être. Et- Voilà. Et donc ça se termine là-dessus le 24/7. Ouais, 17e fois, c'est ça pour un touche, je crois? Ouais, 17e titre, ouais, je crois qu'on est là-dedans, ouais. Ouais, donc il dépasse Ric Flair, hein. Ah bah ouais, là, ça y est, ouais, il est champion incontestable et incontesté. C'est totalement hallucinant. Bon, c'est de l'humour, mais ça prend de plus en plus de place, je trouve. Ça fait beaucoup de temps. Oui, comme tu dis, c'est bénil parce que c'est complètement con, quoi. R-Truth qui est sur le toit de la limousine, on sait pas comment. Moi, ce que j'ai trouvé le plus drôle, c'est qu'il y a le chauffeur qui vient ouvrir à son maire, donc quand même, et R-Truth, il lui fait genre: «Chut, le préviens pas», et le mec, il obéit, quoi. Il prévient pas son patron, il lui dit pas: «Attention, il y a un mec sur le toit qui veut vous piquer la ceinture». Non, non, il laisse faire. Bon, c'était rigolo. C'est rigolo ce titre 24/7, mais voilà quoi, il est fait pour R-Truth, et ça permet, plein de je pense que c'est limite vu comme un article, comme une ceinture, pour le mainstream quoi. Ça permet de parce qu'il y a eu des basketteurs qui l'ont eu là depuis le début, il y a eu des présentateurs télé, là il y a le maire de Knoxville, donc ça va faire des articles, sur internet, Ouais, oui ouais, le maire de machin est champion, le maire de truc, le basketteur de machin, le Saturday Night Live est champion, et cetera, et puis voilà quoi. ouais. Pas d'intérêt fondamental, c'est clair. De toute façon, ça, vous pouvez le zapper dans les highlights. Alors, on repart chez les femmes. Bon, alors on a Becky Lynch qui nous fera une petite apparition pour dire que, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, Nana, je vais y aller. Sauf qu'elle dit non, qu'elle n'est pas intéressée pour l'affronter à Hell in a Cell, mais qu'elle est intéressée pour la détruire à Hell in a Cell. Voilà, petite sémantique, petit élément de langage, voilà. Et puis derrière, on a un match. Alors, on a un match entre, tenez-vous bien, accrochez-vous à la rampe, entre Lacey Evans et Dana Brooke. Ouh! Dis donc quel week-end! Oh, c'est énorme! Un lundi qui commence en fanfare, ma foi. Mmh. Ah, on est dans du lourd, surtout que c'est. J'ai envie de te dire que j'ai pas envie de donner mon avis. À toi, mon. C'est moi qui donne mon avis? Ouais. Sur le coup, j'ai pas envie. Oh bon, Evans versus Natalia la semaine dernière et c'était dur. là, c'était très court,
Oui, bah, Dana Brooke, ma foi, elle fait des efforts. Moi, c'est un personnage un peu touchant, je trouve, Dana Brooke, qui est toujours là quand même, mine de rien. Après, je me souviens plus trop qu'est-ce qui se passe, il y a une enfin Ah bref, il y a c'est toujours ouais, le gros human rights et puis elle essaye elle fait abandonner sur le sharpshooter donc on poursuit une feud entre Lacey Evans et Natalya et ça, par contre, j'avoue que ça m'intéresse pas trop, quoi. Je pensais qu'on en avait fini, je vois pas trop l'intérêt. ah non, Natalia, on en a fini là. Elle est passée à Danbrook là maintenant. Ah ouais, mais elle place le sharpshooter et Ouais, elle dit ouais, qu'elle ouais, oui, effectivement, tu as raison, ouais. C'est vrai qu'elle passe le sharpshooter, enfin, pour, pour moi, je l'ai vécu comme ça, un peu comme en gros, Natalya, regarde ce que je sais faire, mais peut-être que non, en fait. ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Enfin, au final, me concernant, segment sans intérêt, match sans intérêt, match très rapide de toute façon. Ouais. On est pas loin du squash quand même là, hein, mine de rien quoi, mais voilà, elle a juste eu le temps, la pauvre Dana, de placer 2-3 moves quoi, mais effectivement, comme tu dis, elle continue à être dans le roster, elle continue à être là, elle continue à apparaître vraiment une fois de temps à autre, mais comme Mmh. elle a pas de temps de catch à chaque fois et que Dana Brooke, elle arrive à briller que dans les matchs à plusieurs, quand il y a des rumbles, des battle royale, des choses comme ça. Là, c'est les moments où elle arrive à avoir des spots. C'est En vrai. un contre un, elle a pas de spot, c'est une jobbeuse quoi, point. Là, on était dans un match, tu vois, de mid-card féminine. Oui, oh bah, oui. Le low mid-card, voilà. Ouais. Voilà. Allez, on enchaîne et puis bah là on arrive à la fin de show du lundi puisqu'on arrive au main event. Ouais. Le main event, on en a quasiment pas parlé depuis le début, mais moi, je sais pas ce que tu vas dire, ce que tu en penses, mais j'étais assez surpris qu'on nous book un Robert Roode versus Seth Rollins. Je trouvais que sur le Oui. coup, c'était un espèce de truc de main event un peu facile, un peu fourre-tout, un peu sert à rien, un peu, tu vois. Je t'avoue que sur le coup, j'étais pas super emballé par ce main event. Et puis finalement, ça s'est transformé dans un truc pas mal parce que Ziggy a beaucoup interagi. Ziggy, il accompagnait Robert Roode, quoi. Ah, elle était en feu, oui. Et du coup, le Ziggy, il était particulièrement remonté comme une pendule, l'animal, le show-off, là. Et du coup, ça nous a entraîné de la bonne interaction parce que le Ziggy, il a tombé la veste au bout d'un moment, quoi. Hein, et puis il s'y est mis, quoi. Il a été se filocher avec le champion, quoi. Il nous a envoyé un gros super kick des familles. Et il y a eu pas mal de. J'ai trouvé intéressant en fait l'alchimie, vraiment là pour le coup, vraiment le truc entre les cordes, quoi. C'est vraiment l'alchimie entre Roode et Ziggler. Avec beaucoup, ils se sont beaucoup contrés et j'ai trouvé que c'était assez sympa, quoi, de pas laisser passer facilement les moves, quoi. Et même passer un Sling Blade ou pour placer un Falcon Arrow, Rollins il a cravaché, quoi. Il a cravaché Roode, il s'est pas laissé impressionner, on va dire, par le champion universel. Mmh. Et puis bon, bah du coup, ça se termine en couille parce que bah, Ziggler, il a tellement fait le show sur le bord du ring qu'il cause la disqualification. Il peut pas s'empêcher de monter. Il fait un kick, un stomp. Enfin bref, il empêche le match se termine de kill. Et victoire par disqualification de Seth Rollins. Mmh. Ah, ça continue à se bastonner quand même. Et là, musique qui retentit. Et quelle musique? C'est Edge Styles. Il y a la musique qui retentit. Et eux aussi reviennent en fait. Et eux aussi montent sur le ring et attaquent le champion. Donc là, on se retrouve avec une configuration, une chier de heal sur le ring. Et tout d'un coup, une musique retentit. Alors là, voilà, ça commence à brûler en enfer. Et quand ça brûle en enfer, qui c'est qui arrive? Bah, c'est le fils favori du diable, Kane. Rien que ça. Kane qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Mais Kane, en fait, aka quelque chose, quoi. Et Kane, parce que voilà, on a un peu parlé beaucoup du maire de Knoxville, Tennessee, mais en l'occurrence, le maire de Knoxville, Tennessee, celui dont on vous parle, le Glenn Jacobs dont on vous parle depuis le début de la review, les amis, bah, ce n'est rien d'autre que notre ami Kane. Et donc, il vient filer un coup de main à Seth Rollins. Il vient distribuer du choc slam. Alors, t'en as pensé quoi de cette arrivée de Kane? Et ben, ouh, écoute, c'était drôle, j'ai trouvé ça très drôle et c'est pour ça qu'on a joué le jeu nous aussi parce qu'effectivement Glenn Jacobs a eu tout un segment, mais à aucun moment on a eu une mention. Alors il a dit, «I still got it», à certains moments il a dit: «I retrouve, Rose et je me sens un peu chez moi», mais ils ont vraiment gardé le personnage, distinct de Kane en fait et là ouais, c'était cool. Enfin, je sais pas, je me dis: «Bon, il y aura un truc avec Kane, il est trop là quoi pour qu'il se passe pas quelque chose», mais c'était cool parce que je voyais pas trop où on allait en fait avec ce segment des 5 contre 1. C'était énorme comme tu l'as dit.
En fait, moi, je m'attendais, je vais te dire, je croyais vraiment que ça allait finir sur le Aussie qui finit par attaquer Rude et Ziggler et en mode, en ceinture et puis, limite presque un 3 contre 3 finalement, que Gallows et Anderson se réintéressent aux ceintures, tag team de Raw. Je pensais qu'on allait vers ça. En fait, pas du tout, Rollins, il a pris cher. Il a pris un Styles Clash, non, de mémoire, où il a pris des kicks, Ah, mais il a pris cher pendant le match contre Roode parce que déjà Ziggler ouais, lui en a mis aussi gravement. Effectivement, tu as bien raison, il s'est pris un Styles Clash, il s'est pris un Magic Killer. Non, ouais. il a pris super cher le Rollins, super cher quoi. Mmh, Et du coup, voilà, cette arrivée de Kane qui vient en sauveur. Donc, mmh, grosse, énorme pop de Kane. Hein. Là, par contre, ouais, tout possible, hein, la meilleure pop de la soirée pour Kane, hein, de toute façon. Voilà, là, et au moment où Kane vient de distribuer les Shock Slam, il s'apprête à faire son fameux signe avec le feu qui se déclenche des turnbuckles. Et là, eh ben non. Les lumières s'éteignent, la musique que vous commencez à connaître maintenant, la stridente avec des espèces de cris, de machin, etc., commence à retentir. Et là, qui c'est qu'on voit apparaître? Bah, The Fiend. The Fiend qui est derrière Kane et qui lui porte un Mandible Claw. Alors Kane, ça lui réussit pas parce qu'il s'évanouit à une vitesse assez incroyable. Donc vraiment la puissance de The Fiend ouais. qui fait tout son truc. Et puis pendant ce temps, il y a Rollins qui est toujours sur le ring, lui qui est toujours par terre parce qu'il a quand même pris un beatdown de la part de 5 heels énervés. Et donc le Fiend s'approche en rampant de lui et je crois qu'il le chope par la tête, par les cheveux, par le cou, enfin bref, par tout ce qui peut le choper. Et puis il se montre en futur contender archi menaçant à ton avis? Bah, j'irais même jusqu'à dire archi favori, ouais, il y a vraiment un truc quoi là quand enfin avec ce personnage, je le disais dans l'analyse de Clash of Champions, je me projette en fait en tant que fan, enfant ou ado et quand tu vois, il y a plus de gimmicks comme ça. Il y a Kane du coup un petit peu, mais il est quasiment plus là donc quand tu vois Seth Rollins, voilà, qui est ton héros, qui a affronté bon, Bobby Roode ou Dolph Ziggler, enfin on est dans des personnages très, normaux, très humains et que tu vois là avec le Finn qui le prédate quoi là, qui rampe à côté de lui comme un lion, comme une hyène, c'est effrayant je trouve. Après il y a eu un long segment à la fin où c'était le générique de Firefly Funhouse qui a tourné pendant longtemps, avec des espèces de bugs, de bobines à l'envers et tout. Je pense qu'on va bouffer, pendant 3 semaines du Firefly Funhouse et du film, mais c'est pas mal pour le moment. Moi, je mords assez à ça, quoi, après, ouais, je trouve que c'était très bien vu parce que le clin d'œil avec la venue de Kane, donc tu l'as dit, grosse pop, on est à Knoxville, Tennessee, c'est drôle. Quand il s'est retrouvé tout seul au milieu du ring, Kane, je l'ai pressenti une seconde avant. Je me suis dit: «Ah, là, ça ressemble bien au film qui va arriver», ouais, gros truc, quoi et on en est à se demander, mais comment Rollins peut s'en sortir de ça, quoi? Comment Rollins peut espérer sortir champion d'Hell in a Cell? Et C'est donc on termine le quasiment qu'on a terminé Clash of Champions. c'est vrai. On se retrouve avec un weekly, un show rouge qui se finit de manière dark, encore une fois. Mmh. Et, et c'est encore une fois assez surprenant. La WWE fait des choix là en ce moment quand même assez novateurs. Ce qu'ils sont en train de faire avec The Fiend. Moi, si tu veux, de mémoire, moi depuis l'Undertaker, j'ai pas vu ça. Et moi, j'étais là à la naissance de l'Undertaker, à son arrivée dans le roster, et voilà, à ses premiers matchs, ses premiers pay-per-view, etc. Et j'avais pas revu ça. Alors, ils ont essayé des trucs hein, avec d'autres gars. Hein, ils ont fait des trucs. On a même eu droit à Adam tout. Hein, on a eu droit à tellement de trucs à la WWE. Et là, ils tiennent un truc. S'ils Ouais. ne pas, ils tiennent un truc. Ils tiennent un truc. Alors là, c'est vrai que c'est qui tout double, c'est-à-dire que moi, je ne vois pas comment il peut perdre, c'est pour ça que parce que s'il perd à Hell in a Cell, c'est compliqué, mais il y a un gros truc, ouais et puis ils y mettent vraiment, pour le coup, ils mettent les moyens pour le personnage. Moi, j'ai envie de ça, en fait, ce qui s'est passé là à Raw, j'ai envie qu'il y ait ça les semaines prochaines, pas forcément de Finn, en fait, je suis même plus hypé quand c'est juste le Firefly Funhouse que ça arrive pendant qu'il y ait un segment de 1 minute où on le voit avec, le lapin ou je sais pas quoi et qu'il y ait cette musique là, cette musique entêtante là de et limite ça me fait plus, c'est ça qui me marque plus que le creepy, c'est le côté un peu, oppressant, insistant de cette vignette, sans arrêt là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis assez d'accord.
Voilà, écoute, ce Raw se termine sur ce main event là et sur cette du Fiend avec le Kane et le Seth Rollins au sol. Voilà. Mm. Comme ça que souvent se termine un show à la WWE malgré tout. De toute façon. Alors, mon bon Raphaël, on arrive dans le run de la fin. Donc, tu vas me donner ton top, ton flop et ta note de ce show. Bah, écoute, moi j'ai bien aimé ce Raw, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu en gros, il y a eu 2 vraiment catégories pour moi. Il y a eu, du gros catch parce qu'on a quand même eu du gros catch avec, mine de rien le match, King of the Ring, le Mysterio, là le main event qui était bien et je suis très, très content, je l'ai pas dit aussi, je trouve que ça leur va très bien le main event à Bobby Roode et à Dolph Ziggler. La musique de Bobby Roode, là, j'ai l'impression on l'a réentendu en fait. Le Glorious, là, enfin, il prend tout son sens, donc c'était vraiment cool. Donc je vais mettre un 3,5 sur 5. Oh. 3,5 sur 5. Il y a pas mal de tops possibles, mais je vais quand même le mettre parce que c'est mon petit chouchou. Je vais quand même mettre le top retour de Rousseff, même si les conditions, tout ça, on sait pas trop. Mais Rousseff est là. A priori, il va pas redisparaître dans les limbes dès la semaine prochaine. Hein, j'espère qu'on va le revoir. Donc, il est affûté. Il a une bonne gueule de Vince Boyle, là, tout costaud, tout brillant, tout bronzé. Donc, ouais, Rousseff is back. Après Luke Harper, on a une belle série. Là, je suis content. Et, c'est difficile de mettre un flop. Heu, moi, j'avais noté je mettais à la défaite de Cesaro, mais peut-être changer parce que c'est très souvent que je mets flop au fait que Cesaro perde. Donc je vais dire peut-être, ouais, la promo, le choix de promo pour les Authors of Pain, ouais, qui était assez maladroit. En plus, je trouvais qu'il y en a un des 2 qui était pas trop mal, mais il y en a l'autre, il récitait, je sais plus si c'est, je crois que c'est Razor là, ils étaient pas bons quoi, c'est pas trop leur style, hein. Voilà. Ouais, c'est pas trop leur style. Ouais, non, je crois que ça, c'était pas forcément le truc le mieux trouvé. Écoute, moi, me concernant, mon flop, je vais le donner au King of the Ring Final. Mmh. Placement dans la carte et pour son final en eau de boudin. Voilà, alors je sais qu'il a été annoncé que dans le même Raw, il a été annoncé que le couronnement de Baron Corbin aurait lieu à SmackDown. Ouais, mais bon. Trouvé totalement nul la fin de ce match. Et même si je donne crédit à Gable pour sa montée en puissance avec le public au cours du match, j'ai trouvé que c'était débile de mettre ce King of the Ring dans la première heure. Voilà, moi je l'aurais mis en dernier. S'ils voulaient vraiment faire un main event comme ils l'ont fait avec The Fiend et tout ça, Kane, bon bah voilà, c'était cohérent. Mais voilà, King of the Ring très mal placé, donc ça c'est mon flop. Mon top, mon top, j'hésite, quoi, parce que j'ai bien aimé le tag team match masculin, le 3 contre 3. J'ai bien aimé le match féminin, le tag team match. Ah, je sais pas, là, j'hésite. Là. Tiens, je vais le noter, je vais le donner à. Je le fais pas tout. Enfin, je dis, je le fais pas tout le temps, mais la semaine dernière, je l'ai donné à Ricochet, mon top. Je vais le donner à un titre individuel. Je vais le donner à Nikki Cross pour Allez. sa performance. Là, j'aurais été pour l'instant, je suis dans une semaine féminine. J'ai donné mon top à Clash of Champions pour un match féminin, et là, je vais le donner à Nikki Cross parce que elle a fait une deuxième partie de combat énorme en 2 contre 1. Ah Et oui. elle a été, voilà, je l'ai dit déjà tout à l'heure, mais voilà, je le répète, elle a été, elle a fait vraiment une super perf entre les cordes. Et elle a donné tout son crédit au fait d'être la détentrice actuelle, d'être la moitié des championnes par équipe de la WWE. Donc voilà, mon top va à Nikki Cross. Et ma note, écoute, ma note, moi, entre le King of the Ring, le Lacey Evans, je suis un peu. Moi, j'ai pas super apprécié le segment aussi avec les Cassos. J'étais content du retour de Rusev, mais avoir Ricochet et Rusev dans un segment comme ça, ça me saoulait un peu. Donc ça m'a un petit peu voilà, entrecoupé le show de moments que bon, c'était bof, quoi. Donc la semaine dernière, j'avais mis un 4, mais cette semaine, je vais mettre un 3. OK, Voilà. ouais. Bien, mais pas top, quoi. Mmh. Et ben voilà, on y est, on est au bout, on est arrivé. Donc voilà, c'est l'heure terrible où on se quitte. C'est Eh l'heure ouais. où on fait l'autopromo où vous dites: «Ah non, ça y est, ils vont nous faire chier avec leurs trucs». Ouais. Likez-nous, ne nous likez pas, détestez-nous, mettez des commentaires, activez la cloche pour pouvoir mettre des commentaires. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes, les bons spots de podcasts, Spotify, iTunes, iCloud, je sais plus, je crois même qu'on est sur Deezer d'après ce que nous dit notre MC IRM dans Ah l'oreillette. peut-être, ouais.
Nous sommes partout, Facebook, Twitter, les cahiers du catch. Voilà, vous retrouvez les cahiers catch-up, l'équipe de catch-up partout. Vous nous retrouverez cette semaine pour SmackDown. Oui. Vous allez nous retrouver aussi pour NXT. On espère, ouais. Pour la Chaud. première live de NXT. Et puis après, le prochain pay-per-view, ça sera, donc, si on en a parlé, ça sera le Hell in a Cell, je crois, le 6 octobre, il me semble. Donc, dans 3 semaines. On arrive vite, hein, ouais. Ouais, ça va vite. Hein. Et donc, voilà. Donc, j'étais avec l'inimitable Raphaël. Yeah! Yeah, give me Raphaël, yeah. Bah, ça fait un plaisir, Chris. Yeah! Bah, je trouve qu'on est pas mal. Hein. Enfin, on a mis des notes moyennes, mais moi, j'aime bien quand il y a un. Je sais pas, comme je te disais, je prends le positif, mais là, avec ce Luke Harper et ce Rousseff, je sais pas, j'espère un petit wind of change, et puis Bobby Roode, tout ça, Ziggler, il y a des mecs qu'on n'a pas l'habitude de voir au niveau, là, qui sont bien, c'est DOC aussi, enfin, je pense qu'on peut avoir un automne pas trop dégueulasse, là. Puis The Fiend, quoi. Ouais, The Fiend, quoi. Let me in. Allez, là-dessus, sur ces bonnes paroles, peuple de catch-up, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Et puis, on vous dit à très bientôt. Ciao, ciao, peuple de catch-up. Salut Chris, ciao à tous.